je poursuis l'explication de texte, donc des coches. C'est la dernière explication de texte dans les essais de Montaigne, dans cet essai des coches. Donc à la fin de la première explication, je vous disais que Montaigne en fait prépare le réquisitoire qui apparaît très nettement dès la première phrase du deuxième paragraphe, puisque le ton en fait est donné et devient plus pessimiste. Alors on a bien craint que nous aurons fort hâté sa déclinaison et sa ruine. Bien cringe que, qui est traduit en fait par j'ai bien peur que. Donc on a un verbe d'opinion ici, qui est aussi un modélisateur et qui va vous montrer que finalement c'est l'opinion de Montaigne est proche du réel, puisque après historiquement on aura des éléments concernant les exactions des Européens. Donc le ton est beaucoup plus pessimiste et le vocabulaire qu'il va employer est les termes qu'on va trouver dans les réquisitoires, c'est-à-dire des termes accusateurs. Alors je vais reprendre, je vais surligner en rouge les termes qui appartiennent, qui relèvent du réquisitoire. Alors sa déclinaison, sa ruine, c'est-à-dire la perte en fait du nouveau monde. On va retrouver également le pronom personnel nous qui renvoie à nous les Européens. L'adverbe intensif, nous aurons bien fort hâté sa déclinaison par notre contagion. Alors on va effectivement retrouver tous ces termes péjoratifs. Et vous avez toujours les déterminants possessifs, notre, nos, qu'il faut reprendre, vous voyez, qui fonctionnent en écho. Donc je vais reprendre le rouge et vous avez ce lexique accusatoire, donc notre contagion. Vous avez également un champ lexical de la soumission qui va être développé à travers les termes, les participes passés, fouettés, soumis, et puis également subjugué, qui va apparaître. Alors, subjugué, ça n'a rien à voir avec le lexique amoureux. Ici, c'est subjugué, subjuguer, c'est placé sous le joug de. Donc il y a bien ici en fait l'idée que les Européens veulent mettre sous domination un peuple qu'ils ne connaissent pas, mais dont ils vont finalement s'approprier les terres. Alors s'approprier les terres pour en tirer des richesses, c'est ce que pointe Montaigne dans les coches. Donc derrière cette idée de domination, il y a bien évidemment l'idée de supériorité des Européens, une idée qui est supposée, et je vous renvoie à cette idée du relativisme, évidemment. Montaigne n'adhère pas du tout à cette idée de supériorité des Européens. Donc finalement, en tant que colon, on va imposer à ce nouveau monde, on regarde finalement, que va-t-on imposer ? On va imposer des éléments, les éléments suivants. Alors je ne sais pas, qu'est-ce que je vais choisir ? Je vais vous mettre, tant pis, je prends du noir. Donc on va imposer, alors on retrouve toujours le possessif, le déterminant possessif, opinion, art. Donc l'artifice dont parlait Montaigne, ces artifices qui ont déformé, artifices et industries qui ont déformé la nature et qui ont déjà été évoqués dans la première explication sur les cannibales. Alors évidemment, tous les termes en rouge sont des termes à charge dans la bouche d'un humaniste. Donc ça mettait bien en évidence cet élément-là. Le monde, donc ça j'avais souligné, à partir de la ligne 13. Donc là, Montaigne va développer, il va redévelopper en fait le monde enfant, cette idée du monde enfant. C'était un monde enfant. Alors il se place, il considère déjà que ce monde est perdu et que nous avons bien évidemment gâté cette innocence. Alors je ne sais plus ce que j'avais pris comme couleur pour l'innocence.
Je m'en souviens plus. Parce que j'ai dû prendre du verre. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, c'était un monde enfant. Alors, ce monde enfant, évidemment, qui a été développé ici, dans ce paragraphe-là. Donc, vous pouvez revenir dessus rapidement. Ben, ce monde enfant, en fait, est soumis et dominé par ce que nous, on considère supérieur. Alors, Montaigne va développer, il va s'opposer finalement à à partir de la ligne 13, je me suis plantée là. Donc, c'est à partir de la ligne 13, c'est ici. Hop. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on impose aux notre valeur, hein, nos forces naturelles. Ça, c'est tout ce qui est négatif, notre justice, notre bonté. Finalement, on impose notre, y compris notre magnanimité, bah, c'est notre grandeur. Donc on impose tout, on domine finalement ce nouveau monde. Donc là, c'est à partir de la ligne 13, il va changer. Et il va évidemment plaider, on va quitter un petit peu le réquisitoire, et il va plaider en faveur en fait, des qualités, d'abord des qualités intellectuelles des Indiens. Hein, quand vous regardez bien, il va utiliser un champ lexical du raisonnement pour montrer que leur supériorité, enfin leur intelligence n'est ni plus ni moins meilleure que la nôtre. Elle existe, ce sont des êtres humains, des individus. Alors quand on regarde, il y a les termes leurs réponses, les négociations faites avec eux. Donc quand on finalement rentre en communication avec eux, ils sont capables de développer une opinion. Tout cela, donc ensuite, en clarté d'esprit naturel et en pertinence, montre que ces Indiens savent autant raisonner, autant réfléchir que nous. Donc il compare en fait, Montaigne, ses qualités avec nos propres facultés. Donc c'est ce que je vous disais, hein, ce sont des êtres humains comme nous et qui savent, puisqu'ils appartiennent à l'espèce humaine, ils savent réfléchir. La suite du paragraphe, donc à partir de la ligne 14, Montaigne, à partir d'ici, donc il va développer les qualités esthétiques en fait du pays, des pays dans lesquels vivent les Indiens. Alors il parle des villes de Cusco et Mexico, au Pérou et au Mexique. Il va utiliser en fait un GN qui est hyperbolique. Alors l'épouvantable magnificence, épouvantable, ça veut dire extraordinaire. Alors ça peut effrayer, mais tout simplement, alors ces termes-là qui vont être hyperboliques, qui vont être développés. Alors toutes les hyperboles, cette hyperbole, on va la retrouver dans les déterminants indéfinis, par exemple comme tout et toutes. On va retrouver évidemment dans le lexique la grandeur, un adverbe excellemment, le lexique aussi, vous regardez l'or, le lexique des matières précieuses, pierreries, tout ce qu'ils ont en abondance et qui sont valorisés, plumes, coton, les arts, la peinture. Donc vous avez au plan grammatical à la fois vous avez les pluriels aussi. Je vais vous souligner ça en vert. Donc les pluriels, les déterminants indéfinis. Vous avez, alors pluriel c'est plusieurs choses pareilles, déterminants indéfinis, vous avez plusieurs aussi. Tous les pluriels, les arbres, les fruits, qui montrent que vous avez des éléments en abondance. Vous avez donc ces pluriels, ces déterminants indéfinis. Bon, les pluriels, je ne les souligne pas tous. Donc vous avez les herbes et tout ça, tous les animaux. Leurs ouvrages, vous regarderez, vous les citerez également. En fait, cette image-là, c'est une image qui est récurrente, cette hyperbole, ces hyperboles qui sont cette hyperbole en fait de grandeur.
de magnificence est développé dans les récits de voyage et toujours à partir des mêmes termes grammaticaux. Alors ça me fait penser au récit de voyage de Marco Polo, hein, quand il part, donc Marco Polo, on remonte au XIIIe siècle, quand il part en Orient et qu'il arrive notamment chez le grand Khan, tous ces pluriels, ces adverbes, ces noms, c'est pour marquer, en fait, frapper votre imagination et montrer combien en fait la beauté peut, alors pour le coup, subjuguer les esprits. Donc on est frappé finalement par l'extraordinaire, par les choses qu'on ne connaît pas et qui sont nouvelles pour nous. Donc ça, c'est pas propre à Montaigne, hein. Marco Polo l'a fait avant. Donc si vous voulez, c'est une je ne sais pas comment vous dire, une stratégie peut-être aussi argumentative, mais c'est surtout pour marquer le caractère extraordinaire de quelque chose. Donc vous avez tous ces éléments-là qui apparaissent, et à travers une série d'énumérations. Vous regardez, hein, ils ont tout, hein, les beautés naturelles, les arbres, les fruits, des métaux précieux, la beauté de leurs ouvrages. Alors, leurs ouvrages, c'est, on pense aux pyramides là au Pérou puis au Mexique aussi, donc qui sont en fait des ouvrages colossaux et monumentaux et qui effectivement montrent qu'il faut une certaine intelligence, hein, quand même pour les construire. Il y a eu des plans, il y a eu des architectes, et c'est ce que va développer aussi Montaigne dans les Coches un peu plus tard. Alors ce qu'il est en train de faire dans cette partie-là, je peux aller à la fin de la partie, là, ça s'arrête ici. Ce qu'il est en train de faire dans cette partie-là, c'est qu'il est en train de faire l'éloge. On a toujours cette survalorisation de l'autre civilisation, parce que nous, notre civilisation, on l'a détruit. Notre civilisation, l'Europe détruit finalement les Européens détruisent ce nouveau monde. Il développe en fait à travers cet éloge, il reprend quelque chose qui est ancien, le mythe de l'âge d'or, dont je vous ai déjà parlé, je ne sais plus, une première explication, je crois, sur la cannibale, il me semble. Et ce mythe de l'âge d'or, c'est quoi? C'est le mythe de l'abondance, hein, voilà, tout ce qu'on a ici. C'est très ancien, en fait, par exemple, c'est développé par un auteur grec qui s'appelait Hésiode, mais surpris par Platon un peu plus tard. Alors Hésiode, c'est dans les Travaux et les Jours, ça remonte au 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est l'époque d'Homère. Et ce mythe de l'âge d'or, en fait, il y aurait ça correspond aux différents âges de l'humanité. Alors il y aurait l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de fer, l'âge d'airain. Donc c'est une explication mythique, hein, de la naissance de l'univers, hein, de l'homme par exemple. Donc vous avez en fait cet éloge de l'abondance et de la vie sauvage qui va être développée ici. La dernière phrase, je vais vite, hein, parce qu'il me reste 3 minutes là, pour arriver aux 15 minutes, je ne peux pas dépasser plus. La dernière phrase, alors cette fois-ci, Montaigne va développer, alors vous avez un lien, la conjonction de coordination mais, qui est une conjonction d'opposition. Donc on va retrouver là, et on l'avait tout à l'heure, toutefois, je ne sais plus si j'avais mis l'adverbe d'opposition. La dernière partie, Montaigne va développer, en fait, on va dire, centrer son attention sur les qualités civiques et morales des Indiens. Alors, il va procéder à une longue énumération de ces qualités. Alors, je vous surligne juste l'énumération, mais ça, en général, vous savez... alors, ils sont pourvus de tout, hein. Observance, c'est le strict respect des règles. Alors, l'observance, ça veut dire qu'ils sont respectueux, donc ils ont une certaine morale, ils respectent la justice, les lois, et puis tout ce qui relève de bonté, libéralité, loyauté, franchise, qui sont des qualités en tant que citoyen, en tant qu'humain, hein, donc des qualités morales. Et finalement, ces qualités, ils vont les perdre, enfin ils vont se perdre même par ces qualités, puisque peut-être ont-ils, ce que vous montre Montaigne à un moment donné dans les Coches, c'est qu'ils ont été abusés finalement par toutes ces qualités, ils ont été abusés par les colons. Donc cette dernière partie, vous voyez, donc il y a le paragraphe, ce dernier paragraphe, hein,
procède en trois phases. Et ce que vous montre Montaigne, c'est bien évidemment que les Indiens, en fait, sont supérieurs dans les rapports sociaux. Alors, pour la conclusion, vous regarderez, vous revenez sur le mythe de l'âge d'or, et puis je vous laisse conclure là-dessus.